Can we start? Est-ce qu'on peut commencer? Je vais m'exprimer en serbe. Nous sommes dans l'Assemblée serbe, comme vous savez, comme vous voyez. Mais je pense que tout est préparé au niveau de l'interprétation. On est prêt? Ça marche avec vos casques? Vous pouvez suivre? Très bien. Monsieur le Président du Parlement de l'Assemblée serbe, Monsieur Dačić, cher Premier ministre, Madame Brnabić, qui est ici aujourd'hui avec nous ce matin, cher ambassadeur Schmidt, et chers collègues, mes collègues, pendant très longtemps, plusieurs années que nous sommes collègues, chers invités, chers excellents, chers ambassadeurs des pays membres de l'OTAN, je commence notre colloque qu'on a organisé avec l'Assemblée serbe et l'Assemblée parlementaire de l'OTAN il y a déjà un an. Et nous sommes en train de célébrer 15e anniversaire de notre signature de partenariat pour la paix avec l'OTAN, République serbe et l'OTAN. Et au cours des 15 dernières années, on a réussi pas mal de choses. Vous allez entendre nos expériences, on va discuter là-dessus, on peut entrer en débat avec nous tous ici, avec nos panélistes, nos intervenants. Et j'espère bien que vous vous sentez bien à l'aise, que vous êtes tous bien logés. Nous faisons notre mieux toujours en Serbie d'être les bons hôtes. C'est très important pour nous. J'ai rencontré plusieurs d'entre vous déjà hier soir. Je sais que tout est en ordre, tout est comme il faut, mais nous allons faire de notre mieux pour que rien ne vous manque au cours de ces 3 jours à Belgrade. Et pour le début, on va partager les trois jours qui suivent. Je passerai la parole ici immédiatement à Monsieur Ivica Dačić, qui est le président de l'Assemblée serbe. Je vous prie, Monsieur le Président. Je vous remercie. Monsieur Šormaz, ambassadeur Schmidt, Madame Premier ministre, chers invités, chers collègues, je vous souhaite très bienvenue. Je tiens à vous accueillir ici à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale serbe est, avec l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, un des deux co-organisateurs de ce colloque. Et j'espère bien que vous sentiez chez vous, chez votre amis. C'est pour la 4e fois que Belgrade est hôte de ce colloque Rosrot, qui est le cadre de notre coopération interparlementaire des pays membres de l'OTAN et des pays partenaires, et Serbie est un des partenaires. De notre point de vue, c'est un élément important de nos relations multilatérales et notre participation au travail de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN contribue à la réalisation de nos buts, de nos intérêts que nous partageons en commun comme partenaires de l'OTAN. On peut jeter un petit coup d'œil en arrière en célébrant notre 15e anniversaire de participation à la PFP, Partenariat pour la paix, et le fait même d'organiser un colloque de ce genre-là à Belgrade témoigne de qualité de nos relations, et la Serbie et l'OTAN peuvent être contents du niveau de coopération qu'on a réalisé.
En tant que membre de la PPP, la Serbie réalise ses intérêts à cause desquels elle a rejoint le programme il y a 15 ans. Nous sommes très dédiés pour sauvegarder la paix et la stabilité de cette partie de l'Europe et nous désirons moderniser et rendre plus efficace notre système de défense. Valeur rajoutée, c'est la participation des représentants serbes qui font partie des missions de l'ONU, qui est notre contribution pour le maintien de la paix dans les régions du monde où cet engagement est nécessaire. Je réitérerai l'attitude de principe serbe de rester sur la décision d'être indépendant au niveau international. Ça reflète le désir de notre population et c'est notre approche à la sécurité nationale, internationale, et c'est un reflet aussi de l'expérience qu'on a vécue au cours des frappes de l'OTAN il y a 22 ans, quand l'OTAN a bombardé notre pays. OTAN, en tant qu'organisation, et tous les pays membres de NATO respectent et acceptent notre décision d'être neutre et n'envisagent pas notre neutralité comme un obstacle aux coopérations. La Serbie n'a pas de plan pour adhérer à l'OTAN et également il n'y a pas un plan secret pour nous intégrer à l'OTAN. Ce qu'on me rassure de la part de l'OTAN tout le temps. Alors le PPP est un cadre optimal pour notre coopération et nous sommes convaincus que la PPP nous offre d'amples possibilités pour garder nos intérêts, participer aux intérêts pour le maintien de la paix et travailler sur le développement et la prospérité de la population de notre pays. Les défis de sécurité que nous relevons aujourd'hui, c'est bien clair que le Kosovo et Metohija, c'est le défi majeur, le principal pour la République de Serbie. Il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de patience qu'on a investi dans le dialogue, dans le cadre des négociations, dans le cadre de nos discussions à Bruxelles avec l'Union européenne. Mais nos compatriotes sont vraiment en danger là-bas sur Kosovo. Et le gouvernement de Pristina génère toujours les menaces et les traites. On a vu ça il y a un mois au nord de Kosovo. Il y avait des actions illégitimes, violentes des unités de police spéciale de Pristina. Ils veulent toujours mettre en réalisation les forces armées de Kosovo, ce qui menace la sécurité de notre région. La République serbe n'a jamais entamé quoi que ce soit qui pourrait mettre en danger la sécurité de notre région des Balkans, surtout sur Kosovo et Metohija. La Serbie fait preuve d'une grande patience, mais la Serbie ne manque pas de résolution pour protéger sa propre population au Kosovo. Cela fait preuve de notre force, notre pouvoir et de notre décision de trouver une solution politique. Discussion, une solution possible. Le compromis est la seule solution possible de long terme pour les relations serbo-albanaises. Et on s'attend de la mission de KFOR à Kosovo, KFOR qui est sous commandement de l'OTAN, qu'ils agissent au bon moment et qu'ils ne laissent pas toutes les possibilités de déstabilisation se produire à Kosovo. On a de très bonnes relations avec le KFOR dès le début de sa présence et nous apprécions beaucoup les efforts de KFOR pour maintenir la paix à Kosovo et le soutien qu'il prête à la communauté serbe quand nécessaire. En tant qu'un État responsable, on va continuer notre coopération avec le KFOR parce que nous avons beaucoup de respect pour le mandat de KFOR. Ça, c'est une des priorités de notre action, c'est un intérêt national et je vous invite, en tant que représentant des pays membres de l'OTAN,
assemblée parlementaire pour sauvegarder, maintenir la mission de KFOR sur Kosovo, qui est un facteur important pour la prévention de la violence. Tout cela indique le prochain futur de notre coopération. La République serbe est un membre actif dans le PPP. Nous désirions continuer dans cette voie, dans ce sillon. Nous avons besoin les uns des autres. Il y a beaucoup d'opportunités pour collaborer et nous sommes bien conscients que seulement ensemble, on peut relever les défis modernes qui se présentent. Alors, je vous souhaite encore une fois très bienvenue, un colloque réussi, et je me réjouis de vous accueillir à Belgrade une prochaine fois. Merci beaucoup de votre attention. Nous pourrons, avec un petit peu de chance, nous revoir pour des situations similaires ici à Belgrade. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Dacic. Merci, monsieur. Le prochain intervenant, je regrette, mais ça va être une intervention par vidéo. Président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Monsieur Gerald Connolly. Monsieur Connolly est élu l'an 2008 comme membre du Sénat des États-Unis d'Amérique. Il fait partie de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN depuis 2013. Et une chose intéressante que j'ai appris récemment à Lisbonne, en échangeant avec Monsieur Connolly, on a passé pas mal de temps à échanger. On a discuté les relations serbo-américaines et aussi les relations de la Serbie et l'OTAN. Monsieur Connolly était le premier chef de cabinet de président Biden quand il a été élu la première fois au Sénat des États-Unis. Ça, c'était sa voie d'entrée dans la politique américaine. Et il a couronné son activité politique comme membre de Sénat. Il ne peut pas participer aujourd'hui, il ne peut pas être ici chez nous, mais il nous a envoyé ce message enregistré. Chers collègues et amis, je vous salue depuis Washington, D.C. Malheureusement, mes fonctions au Congrès me retiennent ici, mais je ne pouvais pas rater l'occasion de contribuer à cet important séminaire Rose Roth, qui est le premier qui a lieu en présentiel depuis avril 2019. Cette session d'ouverture commémore le 15e anniversaire de l'adhésion de la Serbie pour les partenariats pour le programme de partenariat pour la paix de l'OTAN. Le partenariat a été créé en 1994, après qu'il ait été établi que la zone d'Euro-Atlantique ne pourrait être stable et sécuritaire que grâce à une coopération fermement ancrée dans des valeurs partagées, la protection et la promotion des libertés fondamentales et des droits humains, afin de pouvoir sauvegarder la liberté, la justice et la paix par la démocratie. Même avant la création du programme de partenariat pour la paix, dans les tout premiers jours ayant suivi la chute du mur de Berlin, notre Assemblée avait réussi à rassembler suffisamment d'amitié au sein des anciens ennemis de l'OTAN afin de pouvoir chercher à créer un dialogue et les soutenir vers leur transition démographique. Un outil clé de cet engagement était le programme Rose Roth qui a été créé en 1990 par celui qui était alors le président de l'Assemblée, le membre du Congrès Charlie Rose et le sénateur Bill Roth. Alors, comme les partenariats pour la paix, le programme Rose Roth est une coopération basée sur des valeurs. Quelle que soit la visée des pays partenaires, qu'ils souhaitent devenir membres de l'OTAN ou pas, l'objectif principal du programme est de promouvoir les échanges et une coopération mutuelle et d'assister les parlements partenaires et développer des outils pour avoir une surveillance parlementaire démocratique efficace pour la défense et la sécurité. L'Assemblée nationale serbe a été un participant actif dans le programme Rose Roth depuis le début des réunions de l'Assemblée en 2002. Les délégations successives serbes ont véritablement compris la valeur de ce programme. Ils ont vraiment saisi ces opportunités comme un forum qui pouvait vraiment les aider à aller au-delà des préjudices, de l'hostilité et à atteindre une compréhension mutuelle pour le meilleur.
Ils ont vraiment compris que c'était un outil additionnel pour pouvoir renforcer les processus parlementaires. Comme forme montrant l'engagement de la Serbie, nous voyons que c'est la 4e fois que la Serbie accueille ce séminaire en Belgrade. Le programme démocratique est au cœur du programme Rose-Ross et c'est particulièrement important et pertinent aujourd'hui puisque les sociétés démocratiques au sein et à l'extérieur de l'Alliance font face à des pressions très importantes. Les ennemis externes de la démocratie et l'avant-garde nationale de l'antilibéralisme met à mal nos valeurs démocratiques et nos institutions. Mes collègues et moi-même avons fait l'expérience en première main le 6 janvier de cela, lorsque notre Parlement, le Congrès des États-Unis, a été physiquement attaqué. Nous devons nous réengager afin de pouvoir soutenir et défendre nos institutions démocratiques. Les nations démocratiques d'Amérique du Nord, d'Europe et au-delà doivent s'adapter et doivent se rassembler afin de pouvoir faire face à ces défis qui nous sont apportés par ceux qui cherchent à miner la foi dans nos institutions et au final les détruire. Au sein de l'Assemblée, nous avons proposé la mise en place d'un centre de résilience démocratique au siège de l'OTAN lui-même afin de servir comme un système promouvant les meilleures pratiques et la fertilisation croisée des référentiels démocratiques à la fois pour les membres de l'OTAN et les partenaires de l'OTAN. Le partenariat pour la paix de l'OTAN et le programme de la Rose-Ross de l'Assemblée ont montré que nos démocraties sont plus fortes lorsque nous apprenons de l'expérience des uns des autres. Nos parlements ont un rôle clé afin de mettre en avant ces échanges et renforcer la résilience de nos institutions démocratiques. Ces prochains jours, alors que véritablement vous pourrez faire état des succès de la coopération de l'OTAN et de la Serbie avec des réformes intérieures, la sécurité dans les Balkans occidentaux et les tentatives des acteurs extérieurs d'interférer et de déstabiliser la région, vous allez garder à l'esprit qu'il s'agit d'un défi crucial et je serai ravie d'entendre ce que vous avez à dire pour les prochains jours. La stabilité et la sécurité dans les Balkans occidentaux restent absolument critiques pour la sécurité et la stabilité euro-atlantique dans son ensemble. Les pays alliés le reconnaissent et nous devons continuer à nous soutenir et assister les pays de la région afin de pouvoir faire passer les obstacles restants encore pour la sécurité et la stabilité au long terme dans la région, y compris en Bosnie-Herzégovine, et revoir la normalisation des relations entre Belgrade et Pristina. Je voudrais que l'Assemblée prenne vraiment son rôle au sérieux dans cet effort, en partenariat étroit avec les parlements de la région. Pour conclure, je voudrais remercier Dragan Šormaz, le chef de la délégation serbe et l'Assemblée nationale serbe, pour nous accueillir ici à Belgrade, ainsi que le gouvernement suisse et le DECAF pour leur soutien permanent pour les séminaires Rose-Ross. Je vous souhaite des jours très productifs dans les jours à venir. Et soignez-vous bien. Alors maintenant, après l'observation liminaire de M. Connolly, nous allons avoir une intervention qui va être très intéressante pour le peuple serbe, puisque le prochain orateur est M. Urs Schmidt, qui est l'ambassadeur de Suisse pour la République de Serbie. Et comme nous l'avons entendu de la bouche, et après M. Connolly, comme l'a dit M. Connolly, c'est quelqu'un qui a toujours soutenu les séminaires Rose-Ross. Et je suis bien sûr en train de parler du gouvernement suisse qui a également participé à la mise en place de ces séminaires. C'est un pays partenaire de l'OTAN comme la Serbie. Monsieur Schmidt est quelqu'un qui est très actif dans ce processus. Nous sommes vraiment ravis qu'il soit ici en Serbie avec nous, pour son travail. Il est ici avec nous. Et je vous invite à écouter ce qu'il a à dire, Monsieur Urs Schmidt. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Première ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, chers membres du Parlement, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir au nom du gouvernement suisse pour ce 101e séminaire Rose-Ross. La Suisse a soutenu ces séminaires depuis le tout début. Et nous considérons qu'il ne s'agit que d'une modeste contribution aux efforts de la communauté internationale d'encourager
la création de davantage de confiance et de sécurité par le dialogue. Et en effet, depuis 1990, les séminaires Rose-Ross ont montré qu'ils étaient des plateformes intéressantes afin de pouvoir mettre en place des échanges pour souvent ce qui concerne des pensées et des opinions divergentes afin de pouvoir chercher des terrains d'entente et mieux se comprendre les uns les autres. La Serbie a été un participant actif et un grand contributeur pour cet échange intellectuel et pendant lesquels ont véritablement été nous sommes vraiment intéressés aux défis spécifiques de la région. Laissez-moi vous rappeler que la manière dont, en octobre 2007, cette Assemblée nationale a accueilli le 67e séminaire Rose-Ross en se concentrant sur la Serbie et l'Europe, les défis pour l'intégration. Et en 2015, elle a accueilli le 88e séminaire Rose-Ross qui, lui, s'intéressait au sujet suivant, la Serbie, les Balkans occidentaux et la communauté euro-atlantique. Alors aujourd'hui, je suis ravie de voir que le séminaire Rose-Ross soit de retour à Belgrade pour revoir certaines questions qui demeurent des priorités pour l'avenir de cette région. La Suisse accueille une grande diaspora de peuples venant de différents endroits des Balkans occidentaux. Et ceci ajoute une dimension particulière à notre relation bilatérale avec tous les pays de la région. Nous avons des intérêts particuliers et une responsabilité et un engagement spécifique qui nous engage à contribuer à avoir des régions des Balkans occidentaux qui se développent sur le plan économique, démocratique, qui soient stables et en paix. Cela n'est pas une coïncidence de voir que la plus grande contribution militaire pour le maintien de la paix dans le monde, c'est la KFOR, qui consiste en des services logistiques, des connaissances d'experts et des équipes de liaison et de surveillance. Un principe important dans la participation suisse est que les opérations sont basées sur l'accord des différents partis. C'est également un plaisir particulier pour moi de souligner que la 101e édition du séminaire Rose-Ross qui a lieu ici à Belgrade coïncide avec le 30e anniversaire de la coopération bilatérale Suisse-Serbie. Ce qui a continué comme une assistance humanitaire dans des moments très difficiles en 1991 s'est développé au cours des ans pour devenir un programme de coopération bilatérale complet qui nous fait investir chaque année 20 millions d'euros d'assistance publique pour soutenir l'innovation, les efforts de modernisation du gouvernement serbe dans l'administration publique, dans l'éducation, en se concentrant en particulier sur l'éducation duelle, qui se concentre sur les infrastructures énergétiques et bien d'autres domaines. Un accent particulier de notre coopération est sur la gouvernance démocratique, particulièrement s'intéressant au rôle des parlements. De par notre engagement, nous cherchons à renforcer la représentation institutionnalisée des citoyens et à améliorer l'efficacité et la transparence du travail parlementaire. La Suisse est convaincue que les parlements, comme une agora de débat démocratique et une source de la prise de décision, contribuent de manière implacable au développement d'États démocratiques. Mesdames et messieurs, pour la première fois de son histoire, la Suisse cherche à atteindre un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2023-2024 en suivant le slogan « Un plus pour la paix ». L'élection aura lieu en juin de l'année prochaine. La Suisse est convaincue qu'en tant que médiateur neutre, crédible et transparent, elle pourrait réellement faire une véritable contribution, proposer un plus, d'une certaine manière, pour la paix globale et la sécurité, et permettre également d'avancer sur d'autres problématiques importantes, comme par exemple le développement durable et l'innovation. Ce n'est pas très surprenant que ce soit ces problématiques particulières qui sous-tendent la coopération Suisse-Serbie comme l'engagement de la Suisse pour les séminaires Rose-Ross. Derrière ces deux engagements
et maintenu la conviction qu'il n'y a pas d'autre alternative afin de pouvoir mettre en place une coopération constructive de la communauté internationale, afin de pouvoir faire face aux grands défis de l'humanité, comme le maintien de la paix internationale et de la sécurité. Laissez-moi maintenant conclure par le message suivant. L'engagement suisse, pas simplement sur cette région, mais également pour cette région, est au long cours. Et nous allons continuer à soutenir le partenariat pour la paix, les séminaires Rostrot, ce qui est une confirmation modeste mais claire de notre engagement. Et comme les autres orateurs avant moi, je vous souhaite un séminaire très intéressant avec des discussions très fructueuses qui mèneront à des avantages mutuels. Merci. Alors maintenant, nous avons encore une dernière vidéo. Cette fois-ci, elle nous provient de M. Messara Johan. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, dit l'orateur, Messara Johan, qui est l'assistant du secrétaire général secrétaire général adjoint de l'OTAN. Donc, Tolpo Yutu, bonjour. Merci, chers amis, chers collègues, merci au Parlement CED, merci à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN d'avoir rendu possible cette réunion. Merci également au gouvernement suisse et au Centre genevois dédié à la gouvernance du secteur de la sécurité pour permettre la pérennité des traditionnels séminaires Rose-Rose. Nous sommes aujourd'hui réunis afin de célébrer une grande occasion. Ça fait maintenant 15 ans que la Serbie a participé au programme de partenariat pour la paix. Le long partenariat Serbie-OTAN est bénéfique pour le peuple serbe. C'est bénéfique pour la stabilité de la région. C'est également bénéfique à la sécurité transatlantique au sens large. Ce partenariat nous importe donc à tous. Et je suis ravie d'avoir aujourd'hui l'occasion de parler avec vous de l'avenir de notre partenariat et de celui de la région des Balkans occidentaux au sens large. Alors que je participais à la session de printemps de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN de mai 2021, le secrétaire général Jens Stoltenberg a accueilli le président Vučić au siège de l'OTAN, là où je me trouve actuellement. Et lors de la conférence de presse commune qui a eu lieu après la réunion, notre secrétaire général a remercié la Serbie pour son engagement dans notre coopération. Et en retour, il a réitéré l'engagement de l'OTAN pour un partenariat solide et réussi avec la Serbie. En effet, ces dernières années, nous avons renforcé, nous avons approfondi notre partenariat de bien des manières différentes. L'OTAN travaille étroitement avec la Serbie afin de pouvoir soutenir la réforme de vos forces de sécurité et de vos institutions, y compris grâce au bureau de liaison militaire situé ici à Belgrade. Nous avons également formé des officiers serbes afin qu'ils puissent participer aux exercices internationaux de maintien de la paix. Au cours des 20 dernières années, l'OTAN a aidé la Serbie à détruire plus de 230 tonnes d'armes et de munitions obsolètes. Grâce à notre programme pour la science pour la paix et la sécurité, nous avons travaillé ensemble sur des projets comme le contre-terrorisme, la sécurité, les nouvelles technologies. Et pendant la crise de la Covid-19, l'OTAN a fourni des aides médicales qui étaient extrêmement attendues, comme des équipements, des masques et des kits de tests. En retour, la Serbie a contribué à juste valeur pour la sécurité commune en Europe et dans le monde. Elle a par exemple participé à des missions de maintien de la paix avec les États-Unis et l'Union européenne. Et elle a également travaillé avec l'OTAN afin de pouvoir former les médecins militaires et civils en Irak. Il y a quelques années, la Serbie a été l'hôte du plus grand exercice pour les plans civils d'urgence, aidant ainsi les partenaires et alliés de l'OTAN à mieux gérer des catastrophes naturelles comme les inondations et les feux de forêt. L'OTAN et la Serbie devraient poursuivre leur coopération sur des éléments qui nous importent à tous. Par exemple, l'amélioration des plans civils d'urgence et la bataille contre les menaces de radicalisation. Bien entendu, il s'agit aussi d'aider à la sécurité et à la paix dans les Balkans occidentaux. L'OTAN s'est engagé pour la paix et la sécurité dans les Balkans occidentaux depuis des décennies. C'est un effort soutenu et collectif qui est nécessaire. Nous avons un rôle à jouer là-dedans. Et vous avez particulièrement un rôle à jouer en tant que parlementaire et leader politique. C'est comme l'ont réaffirmé les leaders de l'OTAN lors du sommet de juin de 2021. Il est important de réaffirmer l'engagement de notre alliance pour cette région.
Et cet engagement est plus fort que jamais aujourd'hui. Notre mission de la CAFOR est la démonstration la plus tangible de ces efforts qui ont aidé à maintenir la paix pendant plus de 20 ans. La CAFOR fournit un environnement sûr et sécuritaire, permet la liberté de mouvement pour le bénéfice de toutes les communautés kosovares, et ceci se basant sur le mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous sommes fermement engagés pour la CAFOR et sa mission d'importance. Nous continuons à soutenir le système de dialogue de l'Union européenne ainsi que d'autres mécanismes visant à normaliser les rapports entre Belgrade et Pristina. Le dialogue entre Belgrade et Pristina est la plateforme qui permettra de trouver une solution durable pour le respect des droits de toutes les communautés et permettra de proposer une paix durable qui permette de garantir un meilleur avenir plus prospère pour tous. Les activités et politiques de l'OTAN, y compris notre politique de la porte ouverte, aident à construire la stabilité et la coopération dans les Balkans occidentaux. Et maintenant, nous avons plus d'alliés que de partenaires de l'OTAN dans la région. En même temps, nous respectons la politique de neutralité militaire de la Serbie. Nous sommes des nations souveraines et nous avons tous le droit de choisir nos propres batailles. Alors que maintenant nous faisons face à un monde plus dangereux et compétitif, les partenaires de l'OTAN, proches ou lointains, anciens ou nouveaux, vont gagner tout son importance. L'équilibre des pouvoirs globaux est en pleine transformation. La compétition stratégique entre États est à la hausse et nos valeurs démocratiques à l'ordre mondial, basées sur le droit, est plus que jamais soumis à des pressions. Et dans le même temps, nous faisons face à des cyberattaques plus sophistiquées, à la désinformation, menaces terroristes, et aux conséquences sécuritaires du changement climatique. Donc aucun pays ni aucun continent n'est épargné, et c'est également le cas des pays des Balkans occidentaux. Et alors qu'il s'agit de défis qui sont tous différents, nous n'avons pas le luxe de choisir nos batailles. Nous devons, et nous allons, mener toutes ces batailles de front. C'est pour cela que les leaders de l'OTAN, réunis pour le sommet bruxellois cet été, ont pris des décisions courageuses afin de pouvoir faire face aux menaces d'aujourd'hui et de demain. Et pour pouvoir y faire face à l'OTAN avec notre réseau de partenaires internationaux. À Bruxelles, nous avons atteint un consensus pour un programme ambitieux servant notre sécurité qui s'appelle OTAN 2030. Donc concrètement, on va continuer à renforcer nos capacités de défense et d'intimidation. Nous allons renforcer de dissuasion et renforcer la défense en investissant davantage dans notre sécurité, y compris les capacités haut de gamme. Nous allons préparer de nouveaux défis, renforcer notre résilience, améliorer nos défenses cybernétiques et nous allons également faire face aux conséquences sécuritaires du changement climatique afin de pallier nos faiblesses et d'être préparés pour toute menace, d'où qu'elle vienne, qu'elle soit humaine ou naturelle. Nous investissons également dans les dernières technologies afin de pouvoir nous assurer d'être à la pointe de la technologie. Le mois dernier, nous avons avancé sur la création de l'accélérateur d'innovation pour la défense en Atlantique Nord, DIANA, selon l'acronyme anglais, et la création d'un fonds dédié à l'innovation à hauteur d'1 milliard de dollars. Ensemble, nous continuons à combattre l'instabilité et le terrorisme en intensifiant nos formations et l'aide au renforcement des capacités de nos partenaires. Et enfin, nous approfondissons et élargissons nos relations avec d'autres pays et organisations qui partagent notre vision et valeurs démocratiques afin de préserver le système international basé sur des règles qui étayent notre paix et notre sécurité dans un monde plus dangereux et compétitif que jamais. Ainsi, nos partenariats au long cours avec les pays des Balkans occidentaux, y compris la Serbie, sont vitaux. Et je sais que nous pouvons compter sur notre relation stable et forte. Je suis pressée de voir 20 ans de plus, 15 ans de plus et même plus, pour voir ce partenariat très réussi entre l'OTAN et la Serbie se poursuivre, qui apporte à chacun des avantages tangibles. Donc merci, voilà, je vous souhaite des journées de travail très productives à Belgrade et j'espère vraiment pouvoir vous rejoindre en personne lors d'une de nos prochaines réunions. Bonne chance, vous pouvez compter sur nous comme nous pouvons compter sur vous. Čućete ovih dana da zaista Srbija ima sjajne odnose sa NATO-om, kao što smo sada čuli. Alors, nous avons entendu que la Serbie a toujours eu de très bonnes relations avec l'OTAN, comme nous l'avons entendu de M. Roigna, qui était
membre de la délégation roumaine de l'Assemblée parlementaire CEDEMSE. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de succès, qui ont joué dans d'autres, comme par exemple le maire de Bratislava, qui a été membre de la délégation parlementaire de l'OTAN, et d'autres ministres des Affaires étrangères également. Alors, ça veut dire, monsieur, que vous voulez avancer, avoir progressé professionnellement. J'aime beaucoup ma fonction actuelle et je ne souhaite pas avancer. Alors, la scène politique serbe est utilisée pour présenter nos discussions. Maintenant, c'est mon plaisir de vous annoncer, la Première ministre de la République de Serbie, Madame Ana Brnabić. Je vais lire quelque chose en anglais pour vous la présenter correctement. Alors, Madame Brnabić a été élue à l'administration publique dans le gouvernement et a eu la position jusqu'à l'élection en tant que ministre de l'administration publique. Elle a travaillé sur la réforme de l'administration publique par l'introduction du e-gouvernement en Serbie. Elle est membre du groupe Nouveau Leader pour l'Europe, du Forum économique mondial et bien d'autres organisations qui rassemblent une organisation qui ramène les innovateurs les plus importants de tous les domaines. Madame Brnabić, vous avez maintenant a été la première ministre d'un gouvernement qui est assez talentueux. C'est un des gouvernements qui a le plus de succès en Europe. Une croissance économique stable, même pendant la pandémie contre laquelle nous luttons tous. Mais je voudrais souligner une chose en particulier. C'est la numérisation de la Serbie. Depuis qu'elle a pris les rênes du projet, cela a vraiment bien fonctionné en Serbie. D'une manière qui veut dire que nous sommes à la hauteur des États membres de l'Union européenne. Et nous savons que les choses vont encore plus s'améliorer. Après que Madame Brnabić aura pris la parole, nous aurons une session de questions-réponses. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Je voudrais vous accueillir à la République de Serbie, Monsieur Sormas, tête de la délégation serbe de l'OTAN, Monsieur Dasnik, président du Parlement de la République de Serbie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, je ne souhaite pas répéter ce qu'ont dit les orateurs de l'Assemblée nationale. Cependant, nous avons trois questions principales. La première est la coopération complète avec l'Alliance Serbie-OTAN, la coopération régionale, également les sécurités régionales et d'autres choses. Notre coopération avec l'OTAN est marquée par notre neutralité militaire, comme vous tous savez. Un État neutre qui n'a aucune ambition d'intégrer l'OTAN autant que membre en pleine capacité, mais nous continuons à améliorer notre dialogue, notre partenariat, notre coopération, tous dans le cadre de la PPP pour contribuer à la stabilité et au maintien de la paix partout dans le monde. La politique de notre neutralité militaire ne dit pas une isolation. Cela veut dire, au contraire, une bonne volonté de coopération et du partage de responsabilités. Je suis contente que dans les années précédentes, la République serbe avait de très bonnes communications, de très bons échanges avec l'OTAN. Et je remercie particulièrement M. Jens Stoltenberg pour les succès rapportés. Et en tant que Premier ministre, je tiens à remercier également personnellement M. Stoltenberg pour sa bonne volonté
ouverture et les échanges avec la Serbie. 17 mai, notre président a visité le siège de l'OTAN à Bruxelles et on a reçu M. Stoltenberg à Belgrade au cours de grands exercices de l'OTAN Belgrade 2018, ce qui était le plus grand exercice d'assistance civile jamais organisé par l'OTAN. Nous apprécions vraiment beaucoup ce que l'Alliance a réitéré plusieurs fois, d'un respect complet pour la neutralité militaire serbe, se basant sur le principe que chaque État souverain peut organiser sa sécurité autant qu'elle souhaite, qu'elle désire. Serbie veut être un partenaire fiable et nous avons l'intérêt d'approfondir notre partenariat et coopération. Et ce que je tiens à souligner aujourd'hui, c'est que au cours de la mise en œuvre de deuxième cycle de notre plan de partenariat individuel, le MAP, le plan d'action qui était pour la période 2019-2022, nous sommes prêts ici d'entrer en consultation avec nos partenaires de l'OTAN pour continuer notre programme de partenariat individuel et mettre la tranche suivante de ce programme en œuvre. Je suis très content de notre niveau de coopération dans le sillon de coopération technologique et scientifique dans le cadre des programmes Sciences pour sécurité, qui n'est pas très bien connu en Serbie. Je pense qu'il faut le rendre plus populaire, plus présent, informer notre grand public, parce qu'il est très conforme avec les priorités majeures du gouvernement serbe, économiquement et socialement. Je suis content que jusqu'à présent, dans le cadre de programmes Sciences et Technologies pour la sécurité, on a mis en œuvre plus de 40 projets en partenariat et ce printemps, NATO a présenté 3 jeunes femmes qui sont les leaders dans ce domaine. Je tiens à souligner également, et ça va être une des activités importantes pour le gouvernement serbe, avril cette année-là, on a commencé de mettre en œuvre le grand projet batterie et condensateur se basant sur le carbone. Ça, c'est un grand projet technologique qu'on a lancé en Serbie avec le soutien et suite à une initiative de l'OTAN. Et l'idée est de développer les nouvelles générations de batteries et de supercondensateurs qui ne contiennent pas le lithium, mais utilisant le carbone généré dans les déchets organiques. On a notre faculté de Belgrade, collègue de Ljubljana et faculté de technologie de Podgorica à Monténégro. Et cela marque la participation serbe parmi tous ces États qui investissent et qui développent les nouvelles technologies, une nouvelle génération de batteries d'accumulateurs se basant sur le carbone. Il y a une coopération très active dans le processus de mise en œuvre de la résolution 1325 de l'ONU, les femmes et la sécurité qui veulent privilégier l'égalité entre les hommes et les femmes. Notre gouvernement serbe est très bien balancé. La participation des femmes est quasiment 50% dans notre gouvernement. On a 40% de députés femmes, 40% de dames dans l'Assemblée serbe, ce que j'aime bien souligner également. La Serbie est un des leaders dans la mise en œuvre de programmes de l'OTAN de la construction de l'intégrité et de la réduction de corruption dans les secteurs de domaine et de sécurité. Et comme je viens de le dire, je réitère la coopération de la protection civile, une coopération vraiment hors pair de notre ministère
des affaires intérieures et le centre OTAN pour les réponses aux situations d'urgence. Comme Monsieur le Président de l'Assemblée vient de le dire, je réitère également, ça c'est très important pour nous. L'armée serbe fait partie de plusieurs missions opérations de l'OTAN. Nous participons aux 3 missions de l'Union européenne avec 28 sur les 28 participants et 5 missions de l'ONU avec 263 membres de personnel serbe. Et nous suivons le phénomène bien évident de terrorisme international qui est un des défis majeurs pour le monde entier, pour l'Europe. Maintenant, je passe à la coopération régionale et j'aimerais bien vous dire quelques mots là-dessus. Pour la Serbie, pour être clair, la paix et la sécurité régionale sont des préconditions, essentielles pour le développement de chaque pays de région et pour la région en totalité. C'est une région comparativement petite et chaque manque de stabilité, de sécurité, chaque secousse, n'importe où dans notre région, vraiment influence la totalité régionale. Alors, une des priorités principales de notre politique étrangère, notamment les intégrations européennes, la paix régionale, les bonnes relations régionales sont vraiment des priorités pour nous. Nous avons un grand respect pour nos voisins. Nous avons une politique d'indépendance, de ne pas se mêler dans la politique interne de nos voisins. Et il faut avoir une bonne volonté politique pour quitter le cercle vicieux de nos passés et regarder vers le futur, vers le développement économique et une bonne coopération régionale. Alors on a lancé, ou on était un des initiateurs, notre président était un des initiateurs de cette initiative Les Balkans ouvertes. Et l'idée est de relier les marchés dans la région des Balkans, ce qui est une opportunité pour la totalité des régions de améliorer notre situation économique. Il y a les 4 libertés de base, les 4 piliers de liberté de l'Union européenne que nous mettons en œuvre. Liberté de circulation des gens, des capitaux, des services, ce qui ne remplace pas nos intégrations européennes, mais elle est tout à fait en accord avec toutes les initiatives de région comme le processus de Berlin. Et nous essayons de faire un front uni en tant que notre région pour arriver à une meilleure qualité de vie pour tous les gens qui habitent notre région et pour créer un futur différent par rapport à notre passé. Au sujet de Kosovo et Metohija, ce qui est très important concernant nos relations avec l'OTAN, c'est le dialogue de Bruxelles, de Belgrade-Pristina, et nous soutenons l'engagement, la présence de KFOR Kosovo dans le cadre de la résolution 44 de Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire l'environnement stable et la liberté de circulation pour tout un chacun à Kosovo. Malheureusement, les Serbes qui vivent à Kosovo et l'héritage, le patrimoine culturel et religieux face des risques de sécurité graves. L'an 2021 était vraiment difficile. Depuis le début de cette année-là, on a eu 115 incidents de motivation ethnique et on a eu 9 intrusions des forces de police spéciales albanaises kosovares sur le nord de Kosovo. Je pense que pour nous tous, l'Union européenne, tous les éléments internationaux, c'est vraiment un
échec que le monastère de Decani, qui est vraiment un monument mondial, doit être gardé quotidiennement par le CAFOR. Et Europe Nostra a déclaré le monastère de Decani comme un des monuments les plus en danger, parmi les 7 monuments les plus en danger en Europe. La transformation des soi-disant forces sécuritaires de Kosovo, le KBS, en armée de Kosovo, les activités de renforcer les capacités de Pristina pour prendre part aux missions étrangères, les exercices militaires et la base de KBS au sud de Mitrovica, le service militaire national qui vient d'être introduit à Kosovo, ce sont tout ça les raisons d'inquiétude pour les Serbes qui habitent au nord de Kosovo, et c'est contraire à la résolution 1244 de Conseil de sécurité, et c'est vraiment à contresens des accords de Bruxelles et même les actes internes de Pristina comme la soi-disant constitution de Kosovo. Nous sommes très conscients qu'il y a des problèmes ouverts qu'il faut résoudre, et nos priorités restent ciblées sur le futur. Comment la totalité de notre région peut être développée et progresser économiquement. Notre point de vue, notre attitude est qu'il faut aborder tous les problèmes d'une manière responsable, écouter les autres, nos homologues, et chercher des solutions viables, durables, dans l'intérêt de tous nos citoyens et la stabilité de notre région. Nous sommes un pays neutre militairement, mais dans le cadre de PPP, nous maintenons un dialogue en permanence, un dialogue ouvert avec l'OTAN, et le colloque, le séminaire d'aujourd'hui en fait preuve. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Hvala predsjednici vlade. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Avant de poursuivre pour la session de questions-réponses, s'il vous plaît, pourriez-vous lever votre main si vous souhaitez poser une question à Madame la Première ministre. Entre-temps, je vais vous dire quelque chose pour juste confirmer quelque chose. Les données apportées par notre Premier ministre sur les missions de maintien de paix avec un tel nombre de personnes, nous contribuons à la 7e mission de maintien de la paix en Europe. Même si nous sommes les 7e à contribuer à cette mission de maintien de la paix, nous ne sommes pas 7e pays d'Europe. Nous avons, il y a peu, parlé avec des membres du ministère de la Défense américain pour commencer à travailler avec le contingent américain pour les opérations de maintien de la paix. Ceci permettrait d'augmenter significativement l'engagement de la Serbie à toutes ces opérations dans le monde entier, ce qui permettra d'amener la Serbie à une nouvelle situation. Nous deviendrons exportateurs en quelque sorte de paix et de stabilité. Et nous ne sommes pas comme il y a 30 ans, comme il y a 30 ans, des personnes qui contribuent à la stabilité du monde. Au contraire. Alors, l'initiative Open Borders est en faveur de cela. Et dans cette initiative, nous avons l'Albanie, la Macédoine du Nord, dont les représentants sont ici à ma gauche. Nous avons la délégation serbe, vous le voyez. C'est la délégation serbe auprès de l'OTAN. Et les représentants de la Bosnie-Herzégovine et des représentants du Monténégro également. Nous allons les convaincre d'inclure plus de femmes. Veuillez me pardonner pour mes petites plaisanteries sur la parité. Alors maintenant, une session de questions-réponses. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Quelqu'un souhaite-t-il donc prendre la parole
pour les questions-réponses. Oui, chers collègues, madame, je vous en prie, vous avez la parole. Et l'oratrice vient donc de Macédoine du Nord. Oui, j'ai une question qui s'appuie sur son excellente Ursa Schmidt et celle du Premier ministre de la République de Serbie, Madame Ana Brnabić. Comme il a été dit, l'OTAN s'engage plus que jamais pour les pays du Balkan occidental. Et en tant que membre faisant partie de ces Balkans occidentaux, nous savons qu'il reste bien des questions, des désaccords entre les pays de notre zone, comme par exemple la Macédoine du Nord et la Grèce. Bref, la question est déjà réglée, mais pas encore à 100%, je le dirais, parce qu'une partie de notre population l'accepte et une autre partie ne l'accepte pas. La Macédoine du Nord et la Bulgarie, une dispute importante, historique, et ce désaccord entre la Serbie et le Kosovo qui a déjà été mentionné par Monsieur Dakic et Madame Narvik. Et si nous avons écouté de près le discours de Madame Brnabić, nous avons les soi-disant forces du Kosovo, soi-disant ceci et soi-disant cela. Que pensez-vous? Pouvons-nous parler ou penser à une vraie intégration de cette région si nous continuons encore de nous traiter de soi-disant ceci et soi-disant cela? Quel impact cela peut-il avoir sur la sécurité de la région si nous ne nous acceptons pas tels que nous sommes réellement? Merci pour votre attention. Bien, je vais donc répondre à votre question, mais je ne sais pas si la question était pour l'ambassadeur ou pour moi. Vous représentez la Macédoine du Nord. Je tiens à remercier la Macédoine du Nord d'avoir participé à cette initiative, les Balkans ouverts. C'est une initiative très importante. C'est une des initiatives sur lesquelles nous travaillons pour l'avenir. C'est juste une précondition, c'est une des préconditions pour un avenir meilleur, pour que nous puissions voyager sans passeport, en utilisant juste des cartes d'identité et sans permis de travail, pour que les jeunes puissent rester dans la région. Quand ils voyaient des perspectives s'ouvrir pour un meilleur travail, pour bien plus de postes de travail et des investissements à venir. Et s'ils sont en mesure de voyager dans la région, s'installer dans toute la région, je tiens à répéter l'invitation à tous les autres pays de la région, y compris Prishna, pour prendre part à cette initiative Balkans ouverts. Et je tiens à dire que les citoyens qui habitent dans la région auront ainsi des bénéfices infiniment meilleurs, tireront bien plus de bénéfices de cette initiative. Alors, cette initiative se distingue des autres initiatives de la région car elle a été menée par nous dans la région. Je tiens à souligner le soutien complet apporté par la République de la Serbie vers la Macédoine du Nord et l'Albanie afin d'ouvrir les négociations avec l'Union européenne. Je pense que la Macédoine du Nord et l'Albanie le méritent. Et on dit toujours cela à nos partenaires de l'Union. Nous serons des régions plus prospères si la Macédoine du Nord et l'Albanie ouvrent dès que possible les négociations avec l'Union européenne. Il est également important que l'Union européenne travaille avec la Bosnie-Herzégovine sur ces questions. Il faut que la Bosnie-Herzégovine
ne soit pas en retard dans le processus, parce que ce n'est pas bon pour nous d'avoir des différences. Il ne faut pas laisser un pays à la traîne derrière, car les institutions et ce que j'appelle dans mon discours les soi-disant forces de sécurité, la soi-disant République de Kosovo, il faut accepter qu'il y a des différences, différentes positions eu égard à la République de Serbie. Personnellement, je représente le gouvernement de la République de Serbie et nous n'acceptons pas et ne reconnaissons pas la déclaration d'indépendance unilatérale du Kosovo. Ce n'est pas en ligne avec notre constitution ou les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU numéro 44. Le Kosovo n'a pas de siège aux Nations Unies. Ce n'est pas une entité internationalement reconnue. Et je dis donc qu'en accord avec tout le droit international, les normes internationales et la Constitution de la République serbe que je dois observer, obéir en tant que Premier ministre, quand on parle de certaines questions, comme par exemple l'armée du Kosovo, il faut que j'ajoute que l'établissement de ces structures telles qu'elles ont été établies dans les institutions du Kosovo n'est pas en ligne avec leurs actes en interne et leur constitution. Leur constitution parle clairement de la constitution. Si ces événements ont lieu, les Serbes du Kosovo doivent donner leur soutien. On est dans une situation où personne ne demande aux Serbes du Kosovo de donner leurs avis sur ces questions. Donc le Kosovo n'a pas respecté ses propres textes juridiques, comme par exemple sa constitution. Donc pour moi, la situation est claire. Pourquoi est-ce que je parle de la sorte? Il est clair que la République de Serbie est disposée, sincèrement disposée, s'engage à dialoguer avec Pristina. Mais nous pensons qu'un accord sur la normalisation des relations mutuellement acceptables, durables, avec des solutions positives, sera à très long terme. Je n'ai pas vu que Pristina est disposée à avoir un tel dialogue et beaucoup des attaques contre les Serbes qui habitent à Kosovo semblent montrer cela, car ils ne veulent pas mettre en œuvre l'accord de Bruxelles. Un accord qui remonte à 2013 sur l'installation de municipalités serbe. Nous parlons en réalité d'un dialogue avec Pristina. Nous parlons de mettre en œuvre d'abord cet accord bruxellois. Il est donc insensé d'essayer d'arriver à un autre accord sur la normalisation des relations. Si Pristina n'a pas accompli tout ce qui est apporté par ce premier accord bruxellois. Tout cela est en lien avec la situation sur le terrain et comment le Kosovo est perçu par les organisations internationales comme les Nations Unies. Et plus de 50 États des Nations Unies n'ont pas reconnu la déclaration d'indépendance unilatérale de notre province autonome du Kosovo. Mais tournons-nous maintenant vers l'avenir. Il faut que nous voyions comment nous pouvons surmonter ces questions. Comment arriver à une paix et stabilité à long terme. Ça nous donnera un meilleur niveau de vie dans cette région. Et quand le Premier ministre Albin Kurti dit que le dialogue avec Belgrade n'est pas une de ses premières priorités,
Je pense en fait que cela veut dire qu'il est censé avoir complété le dialogue avec Belgrade d'abord, car c'est une précondition pour la création de postes d'emploi, des postes d'emploi mieux payés. Et si les revenus n'augmentent pas, il n'y aura pas de prospérité. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, il faut que j'ajoute une autre chose qui n'a pas encore été dite. Monsieur Yanao, qui vient de s'exprimer, est membre d'un pays qui n'a pas reconnu la déclaration d'indépendance du Kosovo, et tous les documents de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN ne parlent que du Kosovo, pas de la République du Kosovo. Donc, nous avons une neutralité de statut qu'il faut que nous maintenions. Nos collègues du Parlement de Pristina, il y a également la liste serbe qui participe, sont présentés comme une assemblée kosovare, pas la République du Kosovo, jusqu'à ce que cette question soit réglée en lien avec la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous travaillons, nous œuvrons pour arriver à une solution pacifique par le biais de négociations. Quelqu'un d'autre souhaiterait-il prendre la parole, poser une question? Oui, poser une question à Madame la Première ministre. Je voudrais commencer par accueillir tous ceux qui viennent de Macédoine du Nord et d'autres pays. C'est votre enceinte, votre pièce, c'était de par le passé le Parlement de l'ex-Yougoslavie, était le Parlement de l'ex-Yougoslavie. La première chose que l'on voit en rentrant, c'est une statue du roi croate Tomislav et aussi Kneskov de Slovénie, puis plusieurs rois serbes. Nous avons maintenu toutes ces statues, nous les avons gardées, même si la Yougoslavie n'existe plus. Vous êtes peut-être plus jeune que nous le sommes. Vous êtes sans aucun doute plus jeune que nous, mais je pense que nous, ici, nous rappelons qu'ici, nous avions le Conseil des États des républiques et provinces. Et nous savions très bien quelles étaient les républiques et quelles étaient les provinces, les républiques, la Slovénie, la Macédoine, entre autres. C'était les républiques. C'est pour cela que l'ancienne République fédérale de Yougoslavie reconnaissait ce que nous appelions la République de Macédoine. Et dans toute la réunion, la Grèce signalait que ça allait qu'ils étaient contre l'utilisation de ce nom, la République de Macédoine, comme même les Nations Unies. Quand on parle aux Nations Unies, on parle de l'ex-République yougoslave de Macédoine. Beaucoup d'entre vous ont sans doute pensé que les Grecs sont bien embêtants à cause de ceci. Maintenant, vous vous appelez la Macédoine du Nord. Ce que j'essaye de vous dire, en fait, est ceci. Tout est relatif. Ici, nous sommes dans une situation, comme vous le savez, où les anciennes républiques de Yougoslavie ont le droit à l'autodétermination. Les provinces n'ont pas ce droit.
Ceci a été décidé par la commission de Berne. Sinon, il y aurait d'autres princes qui n'auront pas le droit. Donc, sous le droit international, nous ne parlons pas du soi-disant Kosovo. Nous parlons de soi-disant État indépendant du Kosovo. Pourquoi? On peut dire le soi-disant Kosovo. Alors, le Kosovo, c'est le nom d'origine serbe de cette province. Mais c'est pertinent, je pense. Cette question que vous avez mentionnée, de notre côté, bien, je me reprends, dit l'orateur, personne n'aime que l'on vienne ici pour faire la leçon à quelqu'un, pour parler sur ce qu'on doit faire à l'échelle internationale. Vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de le penser, mais ce sont des questions que nous gérons et nous ne nous permettons pas de commenter sur les relations de vos pays. Alors, s'il vous plaît, ne dites rien sur nos relations avec notre pays, la République de Serbie et la République de Serbie, après l'effondrement de la Yougoslavie, avait la Kosovo comme province. Nous avions une personne qui a demandé à personne. Merci beaucoup. C'est très bon de voir la Hongrie. Je m'appelle Agnès, c'est de Hongrie. Et je voudrais parler d'une question sécuritaire. Dans les régions du Nord Atlantique, nous sommes confrontés à beaucoup de défis. Et l'un de ces défis s'appelle la Russie et l'autre la Chine. Et je voudrais poser une question à la première ministre serbe. Comment voyez-vous le rôle de la Russie dans les Balkans occidentaux, tout particulièrement quand on voit les conséquences de la guerre hybride, ce qu'on a vu lors de la crise migratoire de 2015, par exemple? La Russie a eu recours aux fake news pour affaiblir tous ces pays des Balkans occidentaux, mais aussi d'autres pays européens, y compris chez moi. Le deuxième défi, c'est la Chine. Outre la technologie, la Chine utilise bien des méthodes pour ingérer sur l'Alliance nord-atlantique et nos alliés des Balkans occidentaux. Ils utilisent bien des méthodes, y compris des prêts. Un prêt que je critique dans mon pays, c'est le prêt pour la voie ferrée Budapest-Belgrade. La Chine utilise son influence financière. C'est une forme de question sécuritaire. Je voudrais donc demander à Madame le Premier ministre et d'autres collègues, comment voyez-vous ces nouveaux types de défis sécuritaires, ces nouvelles méthodes? Nous voyons nos pays, nos alliances et nos partenariats qui sont sous influence. C'est plus une question de l'armée. On le voit dans certains pays, comme par exemple en Ukraine, mais dans les Balkans occidentaux, on le voit par différentes méthodes. Donc, je voudrais vous demander votre avis sur cette question, Madame la Première ministre. Y a-t-il d'autres questions? Attila, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. Moi, je m'appelle Attila Mesterhazli. Je suis l'ancien président de cette assemblée. Je suis vice-président. Merci beaucoup pour vos questions. C'est une très bonne chose d'être ici en personne et de parler ensemble et d'avoir la possibilité de discuter de bien des questions. C'est plus une question sur l'intégration de l'Union européenne. Ce n'est pas une question sécuritaire, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour l'innovation sécuritaire. Je voudrais donc demander à Madame le Premier ministre, comment évalueriez-vous ce processus? À quel stade êtes-vous actuellement? Préparation du pays?
Êtes-vous satisfait de ce processus? Parce que de notre côté, en tant qu'Hongrois, nous voudrions pousser ce processus. C'est important de vous avoir et les pays des Balkans occidentaux dans cette famille. C'est pour cela que je voudrais connaître votre opinion. Comment voyez-vous donc le rythme de cette accession et êtes-vous satisfait du processus? Mon ami d'Ukraine, merci beaucoup d'avoir organisé ce séminaire, ce colloque. Et merci Dragan de m'avoir invité ici en Serbie. Si vous avez besoin de quelqu'un qui peut agir comme un promoteur de Serbie, comptez sur moi. Une question pour le Premier ministre, pour Madame Premier ministre et pour le Président du Parlement. Comme vous savez, on a eu une guerre avec la Fédération russe, des grandes violations des droits de l'homme sur Crimée, et l'OTAN a une position forte, bien marquée, de ne pas reconnaître le Crimée occupé, l'occupation russe de Crimée. Et nous avons de très bonnes relations entre la Serbie et l'Ukraine que nous respectons, que nous évaluons beaucoup, mais nous nous attendions à une attitude un peu plus marquée, plus forte quant à la non-reconnaissance de Crimée et toutes les violences contre les droits de l'homme commis là-bas. Alors, j'aimerais bien vous demander qu'est-ce que vous avez comme idée, comment allez-vous procéder vis-à-vis de la Crimée et tout ce qui se passe en Ukraine. Merci. Merci. Alors, j'essaierai de répondre à toutes les trois questions d'un volet et de ne pas prendre trop de temps. Allez, je répondrai tout d'abord à ce qui touche les intégrations européennes et notre processus d'intégration. Où sommes-nous maintenant? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ce soutien énorme de la Hongrie dans notre processus d'intégration européenne et également pour une politique claire, bien définie, qui œuvre sur la promotion de l'élargissement de l'Union européenne. Je pense que l'agenda de l'élargissement compte autant pour l'Union européenne que pour les Balkans occidentaux. Et il est important pour les Balkans de trouver sa place au sein de l'Union européenne, mais il est également important pour la stabilité, pour la sécurité et pour la politique externe de l'Union que les Balkans occidentaux intègrent l'Union. Je pense, bien évidemment, il y a des pays membres de l'Union qui marquent un peu plus de scepticisme quant à l'élargissement et ne sont pas contentes, ces pays membres, de lancer, d'émettre des signaux positifs vers la Serbie et les autres pays de notre région quant à leur perspective d'intégration. Mais c'est à nous de faire notre partie de travail, de boulot, c'est les réformes, l'état de droit, et ce sont des priorités de mon gouvernement. On a été les premiers d'accepter la nouvelle méthodologie d'élargissement proposée, créée par le président Macron. Au cours du mandat de notre cabinet, on a accordé notre méthodologie, la structure des ministères pour suivre la nouvelle méthodologie. Nous sommes prêts à ouvrir 2 clusters de chapitres de l'acquis et au cours de cette présidence slovène de l'Union européenne, on s'attend à ouvrir au moins un, peut-être même les 2 clusters en décembre au cours de conférences intergouvernementales avec l'Union. Alors nous faisons notre partie de travail. Mais il faut souligner vraiment que les réformes mises en œuvre chez nous, ce n'est pas uniquement à cause des intégrations européennes. Les réformes sont une manière d'améliorer la qualité de vie en Serbie, d'améliorer notre administration publique et notre économie. Alors,
avec la mise en œuvre des réformes les réformes auront lieu en tout cas, mais une conséquence de processus de réforme va être, j'espère bien, l'intégration à l'Union. J'espère bien que ça va se passer plus tôt que plus tard. C'est un bénéfice pour nous et pour l'Union, je pense, mais le dynamisme de ce processus d'intégration vraiment dépend des pays membres. Et pour terminer ce sujet des intégrations européennes, d'importance primaire, c'est que nous, dans la région, nous restions ensemble, que nous nous soutenions, que nous nous entraidons, et pour la sécurité et stabilité de la région, est d'une importance primaire d'ouvrir les négociations avec l'Albanie et Macédoine du Nord et de octroyer le statut de candidat à la Bosnie-Herzégovine pour que Bosnie-Herzégovine puisse commencer à se préparer pour les négociations avec l'Union européenne. Ça, c'est un des clés de la stabilité durable, sécurité durable. On peut émettre des critiques de tout genre concernant l'Union européenne, mais on ne peut pas nier que l'Union est le plus grand projet de paix, le projet de paix qui a rapporté le plus de succès jamais dans l'histoire humaine. Et on a vu des décennies de paix paisible que l'Europe n'a jamais vécu auparavant. Et ce projet de paix, que je vois l'Union comme un projet de paix plutôt qu'un projet économique. Et je pense que ce projet de paix va s'élargir sur notre région. L'influence russe, l'influence chinoise, quoi dire, dans ce contexte-là, je ne répère pas une influence démesurée, une influence qui fait des irruptions, qui met l'Europe en danger, qui met en danger l'ordre européen, et je ne perçois pas Russie ou Chine comme une menace sécuritaire. Nos relations sont plutôt économiques avec les deux pays dans la sphère d'économie, sphère d'énergétique, et c'est plus ou moins semblable des relations que les maintes pays membres entretiennent avec la Fédération russe. Nous avons une attitude de principe vis-à-vis de la Fédération russe, et notre attitude vers la Russie, vers la Chine est vraiment claire. Intégration européenne, c'est notre voie, c'est notre but, c'est notre cible, et l'Union soutient cette attitude. Nous avons une politique de meilleures relations possibles internationales avec tous nos partenaires internationaux, y compris la Fédération russe, République chinoise, mais également les États-Unis américains, les Émirats, la Turquie, tous les partenaires. C'est dans l'intérêt national de la République serbe, l'intérêt de tous nos citoyens. On a perdu énormément de temps économiquement avec tout ça, ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses à rattraper, et c'est dans notre intérêt d'avoir des bonnes relations, parce que cela se traduise dans un dynamisme économique et un développement. La Russie, la Chine n'ont jamais fait de mal à nous. Et si vous regardiez ce qui se passe avec la Chine, l'influence chinoise, les Balkans occidentaux, 90% des investissements chinois en Europe, sur le continent, est investi en Europe occidentale, au plein sein de l'Union européenne, les pays centraux, les pays principaux de l'Union européenne. 90% des investissements chinois ont abouti au plein centre de l'Union européenne. Alors c'est vraiment pas faire. C'est pas faire de critiquer la présence d'investissements chinois dans notre région. C'est incomparable, c'est rien du tout si on compare ça avec ce que les Chinois investissent en Union européenne. Ce qui touche les special loans, les endettements directs particuliers, la Serbie n'est pas en danger là-bas.
nous menons une politique conservatrice au niveau de l'endettement national. Même au cours de la pandémie, notre endettement national était au-dessous de 60% de notre BNP. Alors c'est bien dans le cadre des critères de Maastricht, notre endettement public va être 90% de notre BNP. On va le réduire au cours de 2022. Nous avons un arrangement courant avec le Fonds monétaire international, le FMI, et c'est un observateur externe qui est ici également un garant de la stabilité macroéconomique serbe. Alors il n'y a pas de problème, il n'y a pas de défi là-dessus. On ne peut jamais finir dans une position de se mettre en danger à cause d'un endettement hors mesure, hors proportion. Ce n'est pas un problème pour la Serbie. Clairement, notre voie, notre décision, notre destination, c'est l'intégration européenne, mais nous gardons et nous souhaitons garder les bonnes relations internationales, y compris la Russie, Chine, États-Unis, Turquie, Inde, Émirats arabes et tous les autres partenaires, les pays qui contribuent aux prospérités économiques de notre République, de tous nos citoyens. Ces deux éléments ne se confrontent pas. C'est une synergie pour nous et ce sont des éléments qui contribuent à nous rendre plus près pour intégrer l'Union européenne même. Et la Crimée, brièvement, très brève, la position serbe reste la même, on ne la change pas, une position de principe et en conformité avec le droit international que nous respections. Merci alors. Encore une phrase à rajouter là-dessus. Vous m'avez interpellé des fake news, des actualités fausses. Vous avez mentionné les fake news. Vous savez, ici en Serbie, nous sommes... on a entendu l'ex-président Clinton de dire que les Serbes sont les coupables pour la Première, la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste, le Shoah. Alors, est-ce qu'on peut émettre des accusations plus graves que ça? On a témoigné, le ministre de Défense allemand, Scharping, qui a dit que les Serbes tiennent 100 000 otages sur le stade de Pristina, albanais. Et une semaine après, personne ne s'est excusé. On n'a pas entendu des démentis pour tout ça, ce qu'on a vu. Aucun pays au monde n'a eu n'a dû prendre faire face à un défi d'une telle quantité de fake news comme nous, comme la Serbie. Alors, on a réglé nos relations avec la Russie en 1948, quand Tito s'est séparé de Staline. Votre bloc socialiste a dû attendre jusqu'à les années 90 pour dire au revoir à la Russie. C'est tout ce que je veux dire. Madame Première ministre doit nous quitter. Nous avons continué notre session prochaine va être modérée par Attila Mesterházy et notre intervenant suivant va être le ministre de Défense de la République Serbie. Alors un petit applaudissement pour Madame la Première ministre qui va nous quitter. Et on continue immédiatement. On va juste changer la présidence. Bon, alors le président du Parlement nous quitte aussi. Il va nous rejoindre pour les photographies. Les collègues de Portugal, j'espère, ne se fâchent pas. La Serbie continue directement aux Coupes du Monde, mais on va soutenir Portugal dans les barrages pour le championnat du monde.
Alors Attila va prendre ma place, je reste dans la salle.